Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de 64 minutes. Près de 4 ans après l'invasion russe en Ukraine, la population vit au rythme des sirènes et des bombardements. Sur le terrain, les forces russes intensifient leurs frappes contre les infrastructures énergétiques qui privent des centaines de milliers de personnes d'électricité alors que l'hiver est particulièrement rude. Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens? Sont-ils prêts à céder sous la pression de Washington? L'Ukraine, une guerre sans fin. Pour en parler, Cyril Amourski, reporter de guerre, vous êtes d'origine russe. Vous publiez ce livre, Ukraina, un peuple en guerre, aux éditions du CERF, un livre dans lequel vous nous emmenez au plus près du terrain et où vous donnez la parole aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonjour. Avec nous également Alexis Desoy, vous êtes avocat, spécialiste du droit international, président de la Fédération internationale pour les droits humains. Vous revenez d'Ukraine, vous étiez sur place pour documenter les crimes de guerre. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. La guerre en Ukraine est au cœur des discussions à la conférence de Munich sur la sécurité qui s'est ouverte hier. La semaine prochaine, des négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine se tiendront à Genève. De son côté, Donald Trump, lui, continue de mettre la pression sur Volodymyr Zelensky. On l'écoute et on en parle juste après. Zelensky devra se bouger. La Russie veut conclure un accord et Zelensky devra se bouger. Sinon, il va rater une très bonne occasion. Il doit se bouger. Cyril Amourski, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid? Bien sûr, c'est-à-dire que la stratégie des États-Unis, et disons plus concrètement la stratégie de Donald Trump depuis le début, c'est vraiment de mettre la pression sur l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il a des leviers particuliers sur l'Ukraine. Aujourd'hui, d'un point de vue de l'aide militaire, les États-Unis n'aident plus, disons, gratuitement l'Ukraine. Les États-Unis continuent à vendre des armes, mais en revanche, il y a un autre levier qui reste très important, c'est celui notamment du renseignement, et un autre, c'est celui de potentielles garanties de sécurité. C'est pour ça que d'ailleurs, là récemment, dans la presse, notamment dans le Financial Times, on a eu des rumeurs comme quoi l'Ukraine ferait des annonces à partir du 24 février sur de potentielles élections présidentielles avant le 15 mai, sur également un référendum concernant un plan de paix qui concernerait l'Ukraine. Pour l'instant, on ne sait absolument pas de quoi il s'agit puisqu'il n'y a pas de véritable plan de paix. Il n'y a jamais eu de proposition russe, disons, de juste milieu à ce sujet. Et on voit qu'une fois de plus, les États-Unis, au lieu de vraiment adopter des sanctions encore plus fortes vis-à-vis de la Russie, au lieu d'adopter des sanctions vis-à-vis des alliés de la Russie, que ce soit l'Inde, la Chine, dans une certaine mesure, avec des tarifs douaniers de 500% par exemple, au lieu de fournir une aide militaire encore plus importante à l'Ukraine, eh bien, au lieu de faire tout ça, on continue à mettre la pression sur l'Ukraine et évidemment, vu d'Ukraine et vu aussi dans les pays qui sont alliés de l'Ukraine, eh bien c'est une position qui est franchement problématique. Les Européens, eux, ont appelé les États-Unis à la raison. Il y a définitivement plus de front occidental qui est uni autour de l'Ukraine? Alors, je dirais pas qu'il y a de front uni autour de l'Ukraine. Il faut savoir que récemment, il y a eu aussi ce qu'on appelle le forum Ramstein. Et pendant celui-ci, les alliés de l'Ukraine, donc des pays européens, ont annoncé qu'ils allaient aider l'Ukraine sur l'année 2026 à hauteur de 38 milliards de dollars. C'est une somme qui est très importante. C'est l'une des sommes les plus importantes qui a été adoptée entre 2022 et 2026. Moi, ce qui me pose question en tant que Français, c'est qu'apparemment, il n'y a pas vraiment eu de décision française. Il n'y a pas eu de grosse annonce du côté de la France. Le budget de la France vis-à-vis de l'Ukraine est extrêmement faible sur l'année 2026. On parle de 120 millions d'euros à ce stade. C'est une somme qui est complètement rédhibitoire. En revanche, parler du fait qu'il n'y a pas d'unité européenne sur le sujet, je pense que c'est un peu trop dur. Est-ce que pour autant on fait suffisamment pour l'Ukraine? Clairement pas, parce qu'on voit que l'Ukraine est toujours dans ces situations difficiles. On pourrait une fois de plus prendre des décisions économiques, des décisions politiques et enfin des décisions militaires qui sont toujours beaucoup trop lentes et insuffisantes. Alexis Desoy, vous qui revenez d'Ukraine, comment sont les Ukrainiens? Est-ce qu'ils sont désabusés par cette paix qui n'arrive pas? Ils observent les négociations, et je mets négociations entre guillemets, avec frayeur, parce que pendant ces négociations qui avaient lieu notamment à Doha, où on voit, et vous l'avez dit, le président Trump qui met la pression sur le président Zelensky, sur l'Ukraine, plutôt que de mettre la pression sur la Russie, ils continuent à être bombardés. On était là la semaine dernière avec une mission de solidarité et d'observation de la FIDH. On voit que ce sont les installations énergétiques qui sont visées principalement, les installations de distribution d'eau, alors qu'il fait entre moins 15 et moins 20. Et c'est vraiment la volonté des Russes, de l'armée russe, de faire plier le peuple ukrainien qui n'en peut plus des bombardements, avec des
des victimes civiles dans ce froid. Il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'électricité. C'est crime de guerre sur crime de guerre. Et on voit l'administration Trump qui fait pression sur l'agressé plutôt que sur l'agresseur, tout simplement parce que cette administration veut faire du business avec la Russie le plus rapidement possible et engranger encore un fameux deal de paix qui ne porte que le nom de ce deal de paix. Et donc, les Ukrainiens nous ont impressionnés par leur résilience, mais il ne faut pas enjoliver, c'est au prix de souffrances civiles qui sont les victimes, absolument intolérables. Et là, il faut absolument que l'Union européenne, que l'Europe fasse entendre sa voix face à la voix de la déraison des États-Unis. Vous êtes sur place pour collecter des documents sur les crimes de guerre. Est-ce que justement viser ces infrastructures purement civiles, ça constitue aussi un crime de guerre? Alors clairement, ce ne sont pas des objectifs militaires, c'est vraiment des infrastructures civiles qui sont visées pour avoir un impact sur la population qui est privée d'électricité, privée de chauffage. La FIDH travaille avec ses organisations membres sur place, le Center for Civil Liberties et Truth Hounds à Kiev et le Kharkiv Human Rights Protection Group à Kharkiv où nous étions également. Et ces trois organisations de défense des droits humains font un travail impressionnant de documentation des crimes en espérant que, dans l'espoir vraiment que justice pourra être rendue parce que le message très clair que nous ramenons d'Ukraine, c'est qu'il n'y aura pas de paix sans justice. Et pour cela, il y a une responsabilité de la communauté internationale, notamment avec la création du tribunal spécial pour le crime d'agression. Outre tous les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont documentés, outre la possibilité devant la Cour pénale internationale, il y a ce tribunal spécial que le Conseil de l'Europe avec l'Ukraine appelle de ses voeux. Et là, on était à un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères, il y a vraiment une demande des autorités ukrainiennes que les pays du Conseil de l'Europe embrayent et rendent possible ce tribunal spécial pour le crime d'agression pour que les agresseurs puissent être jugés dans le cadre d'une paix durable ensuite. Parce que sinon, c'est vraiment une prime à l'impunité qui va nourrir des crimes suivants. Et ça, c'est vraiment une crainte qu'on a entendue quand nous étions en Ukraine, c'est que le cessez-le-feu qui pourrait intervenir suite aux négociations avec les États-Unis, eh bien, permettra surtout à l'armée de Poutine de se repeupler, d'avoir de nouveaux soldats parce que les pertes sont très importantes et d'augmenter son stock de missiles qu'il enverra ensuite dans un deuxième temps Alexis de sur Soif. l'Ukraine. Je voulais aussi vous montrer ce sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev. Seuls 20% des Ukrainiens s'attendent à ce que la guerre prenne fin dans les prochaines semaines ou au moins au cours du premier semestre 2026. Cyril Amourski, comment l'interpréter? Est-ce que la population est à bout? À bout, je ne dirais pas, parce que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu un sondage qui est sorti récemment avec des données qui proviennent, il me semble, de la fin de l'année 2025, qui montrent que les Ukrainiens sont finalement très optimistes sur le futur même de leur pays. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont optimistes sur la fin de la guerre, sur le fait que la guerre va se terminer prochainement? Non. Pour autant, les Ukrainiens comprennent qu'ils vivent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Votre invité vient de les rappeler. Je reviens aussi d'Ukraine et je reviens de Kiev précisément, où au moment où je partais, il y avait des températures négatives. Il y avait des civils qui sont morts de froid. Il y a des personnes qui vivent à 3-5 degrés de température chez eux, qui sont obligés de se couvrir en permanence, sans électricité, sans chauffage, sans eau, sans éclairage public. C'est des conditions qui sont absolument inhumaines et c'est une catastrophe humanitaire réelle qui a été provoquée directement par la Russie sur place. Pour autant, les Ukrainiens continuent à tenir. Mais je pense que ce qui est important, c'est que souvent on parle du mot justement de résilience. Les Ukrainiens, ils en ont marre de ce mot. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de dire justement que les Ukrainiens, ils sont beaucoup trop forts, ils sont résilients, ils sont courageux. Les Ukrainiens ne veulent plus entendre ça. Ce que veulent entendre les Ukrainiens, c'est des mesures concrètes pour pouvoir les soutenir. Les Ukrainiens ne veulent pas encaisser, les Ukrainiens ne veulent pas souffrir, les Ukrainiens veulent sortir de cette situation et donc ils attendent tous les moyens possibles pour pouvoir s'en sortir. C'est des conditions. Les Ukrainiens se trouvent aujourd'hui dans des conditions qui sont inhumaines. Ce n'est pas normal qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Ils ont besoin d'en sortir. Et une dernière chose, concrètement par rapport à ce chiffre,
Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a énormément de négociations. On a eu un énorme épisode de négociations, de diplomatie, de tractation à la fin de l'année 2025, et on voit que ça continue même aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Même sur le sujet de la trêve, par exemple énergétique, il y avait une promesse de Vladimir Poutine comme quoi il n'y aurait pas de frappe contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. On voit que celles-ci ont continué. Donc dans ce contexte-là, on ne comprend pas vers où on va, tout simplement parce que la Russie est prête à absolument aucun compromis, et on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut sortir de ces situations-là. C'est vraiment l'histoire de Pierre et le loup, où les Ukrainiens n'arrêtent pas d'entendre en permanence que nous sommes à 2 doigts de terminer la guerre, et finalement, rien ne se passe. Vous parlez de compromis. Est-ce que les Ukrainiens, pour mettre fin à cette guerre, sont prêts à céder sur les territoires, sur le Donbass par exemple? Non, et c'est d'ailleurs assez clair quand on regarde les sondages. On sait qu'aujourd'hui, selon les derniers sondages, et évidemment ça reste un sondage, donc c'est pas une science exacte, mais 40% des Ukrainiens seraient prêts à céder les territoires du Donbass à une condition qui est extrêmement importante, c'est celle des garanties de sécurité. Aujourd'hui, lorsque on a un président comme Donald Trump, qui est un personnage qui n'est absolument pas stable, qui ne soutient clairement pas l'Ukraine d'ailleurs dans ses décisions publiques, dans ses discours publics, c'est difficile d'imaginer que l'Ukraine puisse accepter des conditions de sécurité de la part d'un État qui est, disons, si imprévisible. Dans ce contexte-là, il est difficile aujourd'hui de parler de garanties de sécurité. Les États-Unis ne sont pas prêts à en fournir là immédiatement. Ils attendent des concessions de la part de l'Ukraine. Et sans garantie de sécurité, là on a une ultra-majorité, on a à peu près 75 à 80% de la population qui dit que cela n'est pas une bonne solution. Et j'aimerais dire que non seulement c'est une mauvaise idée par rapport à la sécurité de l'Ukraine, parce que cela permettrait à la Russie d'envahir les régions voisines, comme par exemple la région de Dnipro, mais en plus de ça, je le dis aux Européens, aujourd'hui, dans le Donbass, il y a les meilleures défenses de l'Europe. Si l'Ukraine cède le Donbass, ce n'est pas seulement un territoire ukrainien qu'elle cède, c'est la meilleure défense, le meilleur bouclier européen. Donc les Européens doivent garder ça en tête parce que les enjeux ne concernent pas uniquement l'Ukraine, mais aussi la sécurité européenne. Alexis de Soye, vous parliez du tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Pourquoi est-ce que c'est si long? Rapidement. Alors, la justice internationale est toujours longue et lente parce qu'il y a le temps politique et puis il y a le temps de la justice. Est-ce qu'il y a un manque de courage politique? Alors, pour l'établissement du tribunal spécial, c'est une vraie demande des autorités ukrainiennes que nous avons entendue, le ministère des Affaires étrangères. Et là, vraiment, pour notamment le gouvernement français, il faut répondre à cette demande pour avancer sur cette voie de la justice, parce que ce que demandent les Ukrainiens, c'est le respect du droit international, pour eux d'abord, mais aussi pour éviter qu'à l'avenir, cet impérialisme russe puisse se développer, qu'il soit sanctionné ici, pour éviter que, par exemple, l'étape suivante, ce soit les pays baltes ou d'autres pays proches de la Russie. Et donc, les pays européens doivent avancer pour se protéger eux-mêmes. C'est de notre intérêt également, pas seulement de l'intérêt des Ukrainiens, pour que justice puisse être rendue pour mettre fin à cette logique de l'impérialisme russe qui ne cessera jamais, dans le cas contraire, et certainement pas avec une administration Trump aussi conciliante parce qu'ils ont envie de faire du business. Merci beaucoup Alexis de Soye. Merci aussi à vous Cyril Amourski. Je rappelle votre livre « Ukraina, un peuple en guerre ».